Monsieur Youssef Roman, bonjour. Bonjour madame. Alors, Journée mondiale de la justice sociale, le droit au développement avec l'éradication des zones d'ombre, premier grand chantier engagé par le président de la République juste après son investiture. Zone d'ombre, dossier clôturé le 31 décembre dernier, 2022. Il a été réalisé à hauteur de 96%. Les objectifs ont été atteints, monsieur Roman, en termes de rattrapage, de mise à niveau et en termes de déficit d'infrastructures et de viabilité, c'est-à-dire de quoi améliorer les conditions de vie des citoyens. Monsieur Roman. Merci madame, merci pour l'invitation à l'occasion de cette journée mondiale sur la justice sociale. C'est vrai que l'un des dossiers phares en matière de justice sociale et d'équité territoriale, qui est la dimension spatiale de cette justice sociale, c'est bien entendu la mise à niveau des zones d'ombre. Mais avant d'aborder le sujet des zones d'ombre, je voudrais, puisque nous sommes aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la justice sociale, rappeler que dans notre Constitution, il y a plusieurs dispositions qui parlent de la justice sociale et de l'équité territoriale. Je peux vous les citer, il y a plusieurs articles au niveau de la Constitution. À titre d'exemple, je cite l'article 9 qui stipule que le peuple se donne des institutions ayant pour finalité, entre autres, la promotion de la justice sociale et l'élimination des disparités régionales en matière de développement. En plus de la Constitution de 2020, vous avez le programme de M. le Président de la République dans les 54 engagements de M. le Président, lequel avait précisé qu'il faut absolument éliminer les disparités de développement en mettant l'accent prioritairement sur les zones de pauvreté. Les zones de pauvreté, la notion de zone d'ombre, ce qu'il a appelé zone d'ombre, c'était, vous vous rappelez, c'était à l'occasion de la rencontre gouvernement Wali de 2020, où d'ailleurs ce jour-là en plénière il y avait un film documentaire qui a été projeté, qui a montré des localités, notamment au milieu rural, qui souffraient d'un manque terrible d'infrastructures et de viabilité. Vous voyez des enfants qui allaient même, qui songeaient à quitter l'école faute de route. Et ce jour-là, si vous me permettez, je vais citer en arabe ce qu'avait dit M. le Président de la République. قال لا نسعى لجعل من الريف مدينة ولكن نسعى لضمان لسكان الأرياف العيش الكريم. مظاهر البؤس مرفوضة تماما في الجزائر القرن 21. Il avait déclaré ça, ce jour-là, il avait déclaré ça. Il avait instruit le ministère de l'Intérieur, en relation avec les autorités locales, d'engager immédiatement un recensement exhaustif de l'ensemble des zones d'ombre et d'identifier les déficits de ces zones. Mais justement, depuis, un travail a été élaboré, le dossier a été clôturé le 31 décembre. Est-ce qu'il a atteint ses objectifs, puisqu'on parle de 96% des objectifs ont été réalisés? Est-ce qu'on peut avoir un bilan aujourd'hui de ce qui a été identifié, de ce qui a été fait pour assurer justement ce droit au développement et qui incarne aujourd'hui le principe de la justice sociale? Oui, je pense que globalement, on peut dire que les objectifs ont été atteints, puisque nous avons réussi à réaliser 96% des projets qui ont été identifiés. Quand on avait lancé ce programme, le premier défi, c'était rapidement d'identifier ces zones et d'identifier les déficits. Pour cela, je rappellerai que le ministère de l'Intérieur avait mis en place une plateforme, une application qui a été déployée au niveau, au niveau local, qui a permis d'identifier, d'avoir une carte d'identité, si on peut dire, entre guillemets, de l'ensemble des zones. Donc nous avons le nom de la zone d'ombre, sa localisation, sa distance par rapport au chef-lieu, et puis identifier de manière précise les déficits en se basant sur 16 éléments d'évaluation, lesquels, c'est d'abord l'alimentation en eau potable, l'assainissement, le problème d'enclavement,
les conditions de scolarité des élèves. Alors pour les conditions, donc il y avait le transport scolaire, les surcharges des classes, et puis vous avez l'électricité, gaz, la santé de proximité, les aires de jeu. Il y avait à peu près 16 éléments d'évaluation qui ont permis un peu d'identifier pour chaque zone quels sont ces éléments qui manquent. Alors, les éléments qui manquent, bien sûr, les 16 éléments qui ont manqué, mais il y a aussi les wilayas qui ont été identifiés. Lesquels essentiellement, Monsieur Roman? Alors, pour les zones d'ombre, je pense que le programme a touché à l'ensemble des wilayas. Nous sommes à un niveau infracommunal, donc c'était à l'échelon infracommunal qu'il y avait des disparités. Donc à l'intérieur d'une même commune, vous avez des localités qui sont en retard par rapport aux autres. Le chiffre que nous avons, grâce justement à cette application qui a été mise en place, a permis d'identifier 12 571 zones d'ombre réparties à travers 1361 communes. Donc, vous avez pratiquement toutes les communes. Nous avons 1541 et 1361 qui ont identifié des zones d'ombre. Nous avons la répartition par région, si vous voulez. Nous avions donc 988 zones d'ombre au niveau des wilayas du Sud, 6196 zones au niveau des wilayas des Hauts-Plateaux et 5404 zones au niveau des wilayas du Nord. Donc ça a touché l'ensemble des zones. Et on sait aujourd'hui que plus de 350 millions de dinars ont été aussi mobilisés pour la prise en charge des actions identifiées. En gros, 30 000 projets globalement qui touchent bien sûr le bien-être des citoyens à travers tout le territoire ou à travers les 1361 communes que vous avez citées pratiquement. Absolument. C'était le deuxième défi. Les 350 milliards de dinars. Les 350 milliards de dinars. Quand nous avons identifié les zones d'ombre ainsi que le programme de mise à niveau à mettre en œuvre, il fallait trouver des financements. Alors, il y a eu des instructions qui ont été données aux autorités locales pour un peu redéployer et réorienter les programmes existants. Donc, la priorité, on avait touché au programme des plans communaux de développement qui n'étaient pas encore lancés, les programmes d'équipement financés sur la caisse de solidarité. Et à travers donc, la réorientation de ces programmes, donc le début, c'était en 2020, on a réussi quand même à trouver de l'argent qui était déjà disponible au niveau des communes et des wilayas. Donc ce n'est pas des enveloppes spécifiques qui ont été dégagées. Ce n'est pas des enveloppes spécifiques, ce n'est qu'en 2021 et 2022 qu'on a commencé quand même. Alors je citerai l'exemple de 2021-2022 où une instruction a été donnée aux autorités locales pour réserver au minimum 50% de l'enveloppe PCD au profit des zones d'ombre. Et le programme du FCCL aussi, l'ex-FCCL, la Caisse de Solidarité, a été orienté globalement, presque en totalité aux zones d'ombre. Et puis il y a eu également la participation des programmes sectoriels qui sont venus un peu s'ajouter et les fonds. Je cite l'exemple, par exemple, le fonds de l'énergie qui a permis quand même de dégager presque 30 milliards de dinars pour les opérations de raccordement au gaz et à l'électricité. Alors, mais redéployer les financements, est-ce que ça n'impacte pas le budget de développement des collectivités locales? Ou alors il y a eu aussi en parallèle des dispositions qui ont été prises pour éviter bien sûr des effets négatifs sur le fonctionnement des collectivités locales, les 1361 concernées par bien sûr ce programme d'éradication des zones d'ombre? Vous savez, quand on parle de la réorientation des programmes, ça veut dire que quelque part, si on réfléchit bien, depuis pratiquement une vingtaine d'années, beaucoup d'argent ont été alloués sur le budget de l'État au profit du développement local. Mais le fait d'avoir, en 2020, recensé des zones d'ombre, ça veut dire que quelque part nous avons failli. Ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise orientation de l'argent qui a été dégagé au profit des collectivités locales. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ce déséquilibre
développement entre les différentes communes du pays. Parfois, des communes à l'intérieur même même wilaya n'arrivent pas à suivre la même cadence de développement. Est-ce que c'est parce que on n'a pas favorisé certaines localités au détriment d'autres et là, nous sommes dans un plan de rattrapage? Que s'est-il passé? Eh bien, c'est ce que je voulais dire. Ça veut dire que, quelque part, il y a eu On a négligé certaines communes. une mauvaise orientation des dépenses. Nous avons tous vu, nous sommes algériens, que les communes, elles font pratiquement de l'embellissement avec les enveloppes du programme PCD. Alors que ce n'est pas la vocation. Alors que ce n'est pas sa vocation. Le programme communal de développement, il est là pour un peu réduire les disparités et financer des projets de proximité au profit des populations. Quand vous avez une localité qui n'a pas d'eau, elle passe en principe en priorité avant de revoir le carrelage au niveau des chefs-lieux de la commune. C'est pour ça que je disais que si on a recensé les zones d'ombre, quelque part, les autorités locales ont failli. Ils n'ont pas bien gérer et orienter les financements qui ont été dégagés au profit du développement local. Alors aujourd'hui, on est dans un plan de rattrapage. Il y a eu bien sûr le programme des zones d'ombre qui a été clôturé au 31 décembre dernier, 2022. 1361 communes ont été concernées sur les 1541 à travers tout le territoire national. C'est dire que pratiquement, c'est toutes les communes du pays qui sont concernées par ce programme de radication de zones d'ombre pour la mise à niveau, bien sûr, du développement au niveau de ces localités. Alors, on est passé du programme des zones d'ombre au programme d'urgence Wilaya qui concerne certaines localités qui sont identifiées et qui recèlent beaucoup de carences en matière de développement. Bien sûr, il y a eu Ranchla avec l'équivalent de 100 milliards de dinars qui ont été dégagés pour un rattrapage et un droit au développement. Et il y a eu Tessim-Silti. Il y a d'autres localités aussi qui seront concernées par ce même programme. Absolument. Mais si vous permettez, avant de parler des programmes de rattrapage, des programmes de mise à niveau au niveau wilayal, je voudrais m'attarder un petit peu sur le programme des zones d'ombre. Parce qu'il faut donner à nos auditeurs un bilan chiffré. Je disais que le programme des zones d'ombre, c'était un programme infracommunal. Donc il fallait régler les déséquilibres qu'il y avait entre les communes, voire même à l'intérieur de la même commune. C'était l'objectif du programme des zones d'ombre, où nous avions donc identifié 29 576 projets de mise à niveau qui ont été, vous l'avez rappelé tout à l'heure, réalisés au 31-12 à 96%, puisque nous avons sur les 29 576 opérations qui ont été financées, nous avons réussi à réaliser 28 257 projets. Les 4% qui restent, ils sont dans le pipe, ils sont en cours de... je pense que d'ici la fin du premier trimestre, on pourra les livrer. Et ce qui a été réalisé a profité à peu près à 6,2 millions d'habitants au niveau de ces zones. Ça ne veut pas dire que nous avons réglé totalement les problèmes de ces localités. Il y a encore des carences, il y a encore des problèmes qui demeurent posés. D'ailleurs, Monsieur le ministre de l'Intérieur l'a rappelé à M. Louali en disant qu'il y a eu quelques omissions. Il va falloir les traiter encore. Il ne faut pas s'arrêter, mais c'est dans le cadre des programmes normaux. Et bien sûr, la priorité, c'est le bien-être des citoyens. Monsieur Youssef Roman, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur plusieurs aspects par rapport à toutes les actions qui sont engagées à travers tout le territoire national pour éradiquer les zones d'ombre, assurer, bien sûr, une équité et un droit au développement à travers tout le territoire national, améliorer le cadre de vie des Algériennes et des Algériens, où qu'ils soient, la priorité des priorités du président de la République. Alors, en termes de consistance des projets, la priorité, le désenclavement, l'eau, gaz, électricité et scolarisation. C'est ça, les programmes essentiels. Absolument. Donc les programmes qui ont été identifiés au profit des zones d'ombre touchaient principalement des secteurs qui permettent un peu d'améliorer le vécu des citoyens au niveau de ces zones. On peut citer quelques réalisations en termes de consistance physique. C'est énorme ce qui a été réalisé dans un laps de temps très court. Il faut rappeler que le programme a été lancé le deuxième trimestre 2020.
Et au 31-12 de 2022, nous avons quand même réussi, en matière d'AEP par exemple, à réaliser plus de 9500 km de réseau, le raccordement de plus de 585 000 habitations à l'eau, réalisation de 865 réservoirs d'eau. En matière d'assainissement, idem, il y a eu quand même 5571 km de réseaux qui ont été réalisés. Le raccordement de 340 700 foyers. En matière de raccordement à l'électricité, 8100 km de réseaux d'électricité qui ont été réalisés, 96 685 habitations raccordées au réseau électrique, l'installation de 7 855 panneaux solaires. Il faut savoir que au milieu rural, parfois il n'est pas intéressant de ramener Le câble. Le câble, ça coûte très cher, donc il y avait l'option un peu de réaliser ces panneaux. On s'inscrit dans la modernité. Absolument. Et en matière de gaz, il y a eu quand même 10 400 km de réseau qui ont été réalisés. Quand la localité est proche un peu du réseau primaire, il y a possibilité. Mais au niveau des localités éloignées, on a opté pour la réalisation des réservoirs en propane qui ont permis un peu d'alimenter. Il y a 11 133 foyers qui ont été alimentés grâce à l'installation de ces réservoirs. Et puis il y a aussi beaucoup d'actions pour l'amélioration des conditions de scolarité des élèves. Il y a eu réalisation d'écoles primaires, notamment pour les localités qui sont éloignées du chef-lieu. Il y a eu parfois c'est la réalisation de classes en extension pour lutter un peu contre les taux d'occupation de classes, quand il y a surcharge des classes. Donc et puis il y a 390 cantines scolaires qui ont été réalisées. Et puis en matière de désenclavement, ça c'est important, 1753 ouvrages qui ont été réalisés. On a vu dans le film qui a été projeté les élèves qui traversaient des oueds, des ruisseaux. Donc il y a des petits ouvrages qui ont été réalisés pour permettre la mobilité des citoyens de ces zones. Il y a 7208 km de routes et 4465 km. À peu près, globalement, c'est le bilan en termes de consistance physique. Alors justement, donc, le programme des zones d'ombre a été clôturé au 31 décembre dernier avec un taux de réalisation équivalent à 96%. C'est ce que vous avez annoncé. Les 4% entrent dans le programme, bien sûr, de développement des collectivités locales. Ils sont pris en charge au niveau local. Mais on est passé aussi au programme d'urgence Wilaya, qui concerne bien sûr le rattrapage en termes de développement pour certaines localités. Il y a eu Khanchla, pour laquelle on a dépensé l'équivalent de 100 milliards de dinars. Et il y a eu Tessim-Silt également, même montant, 100 milliards de dinars. Il y aura aussi d'autres localités. Ces programmes d'urgence consistent en quoi, quand on sait que Tessim-Silt, c'est essentiellement le désenclavement et ils viennent de bénéficier d'un chemin de fer. Très bien. Quand on parlait des zones d'ombre, on était à un niveau, je disais, infracommunal. Aujourd'hui, on est au niveau wilaya. Voilà. Les déséquilibres, il faut savoir qu'il y a quand même des wilayats qui accusent relativement des retards en matière de développement. C'est pour ça que M. le Président de la République avait insisté, il fallait régler. Maintenant que nous avons réglé les problèmes communal ou des problèmes de retard de développement à l'intérieur de la commune et intercommunal, donc il faut régler également les disparités en matière de développement interwilaya. C'est pour ça qu'il avait décidé donc de mettre en œuvre des programmes complémentaires de mise à niveau. Il s'agit aussi là aussi de la mise à niveau, mais interwilaya. Ça a commencé par la wilaya de Khanchla, qui a bénéficié lors du Conseil des ministres du 3 octobre 2021 d'un programme complémentaire. Vous vous souvenez que le gouvernement est même allé au niveau il s'est réuni au niveau de Khanchla. Même principe pour Tessim-Silt. Même principe pour Tessim-Silt. Un conseil de gouvernement décentralisé. Absolument. Délocalisé. Et il y a eu quand même 100 milliards de dinars qui ont été dégagés au profit de Khanchla, et qui touchent un peu à 14 secteurs.
pour 59 projets, dont un grand projet structurant qui est celui de la desserte ferroviaire El Bouagui Khenchela. Et puis, pour les aspects économiques aussi, nous avons tous les projets au niveau du sud de Khenchela qui concernent la mise en valeur. Je crois que c'est plus de 17 000 hectares. Même nous à travers la caisse, nous avons contribué par le financement d'un marché de gros pour un peu développer le produit de la pomme au niveau de Hama. Le même principe a été arrêté pour Tismsilt. 100 milliards de dinars, bien sûr, dégagés pour un plan de rattrapage. Alors, d'autres localités seront concernées, puisqu'on sait que dans le PAL, puis il y a également Saïda, Naamal, Bayad et le Roi, pour ne citer que celle-là. Il y aura beaucoup d'autres wilayas aussi. On les a identifiés. On a le nombre. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais que c'est généralement au niveau des hauts plateaux. En tous les cas, il y a une évaluation qui a été faite. Donc, pour les wilayas qui accusent, je disais, relatif, c'est un retard relatif, parce que quand même, ces wilayas, elles ont reçu quand même des programmes de développement. Mais si on les compare avec les autres wilayas, il y a des légers déficits, comme Tismsilt par exemple, qui souffrait d'un problème d'enclavement. D'ailleurs, le gros du programme qui a été réservé à Tismsilt est consacré aux travaux publics. Pour un peu permettre, vous savez, quand on réalise une route, non seulement ça permet une bonne mobilité pour les citoyens, mais ça crée de la dynamique économique. Donc ça va permettre plus tard d'attirer des entreprises, d'autant plus que il y a quand même nous sommes en train de réaliser des espaces dédiés aux projets d'investissement. J'ouvre une petite parenthèse que au ministère de l'Intérieur, nous avons lancé cette année un programme pilote pour la réalisation de micro-zones d'activité, pour permettre un peu de dynamiser l'activité économique au niveau des collectivités locales. Ça vient en accompagnement, bien sûr, avec le programme qu'a lancé l'État en termes de réalisation des zones industrielles. Et bien sûr, le développement commence toujours par la route et le chemin de fer. Alors, vous avez parlé des micro-zones d'activité, mais aujourd'hui, comment sortir de la dépendance, de la dépense de l'État, de telle sorte à créer de l'attractivité et de la richesse au niveau local? Il y a une réflexion pour la révision du code communal et de Wilaya. Est-ce qu'il va assurer cet équilibre, puisque le ministre il a déjà annoncé que ce plan ne pourrait réussir s'il n'y a pas une véritable vision, une véritable cartographie des zones, avec bien sûr la reprise du plan de développement local. Mes collègues aujourd'hui sont au niveau du secrétariat général du gouvernement. Moi-même, j'ai participé la semaine dernière parce que nous avons déjà engagé les débats au niveau du SGG concernant le code communal. Parce qu'il a été finalisé après, bien sûr, pratiquement une année et demie, voire 2 ans de travaux durant lesquels nous avons associé des experts, des élus de l'administration, les ministères. Tout ce bon monde a participé, a contribué à l'élaboration de cet avant-projet de loi. Vous allez voir, il y a beaucoup de dispositions innovantes qui ont été proposées au niveau du code communal. Pour apporter de la richesse, créer la richesse au niveau local? Créer de la dynamique économique. D'abord, on a commencé par la réhabilitation de l'outil de planification. Il y a des dispositions qui parlent du plan communal de développement, mais pas tel que nous l'avons, parce qu'il a été galvaudé. Jusqu'à présent, quand vous demandez à n'importe quel maire, président d'APC, c'est quoi le PCD, il vous dit c'est les dotations qui sont données par l'État annuellement. Alors que le PCD, c'est un instrument de planification, donc nous l'avons réhabilité. Et puis nous avons aussi insisté à mettre des dispositions pour encourager l'activité économique, le rôle économique de la collectivité. Par exemple, cette histoire de micro-zones, nous l'avons consacrée dans ce texte. Nous sommes allés plus loin. On va permettre même à la commune de prendre des participations, pourquoi pas, au niveau des entreprises qui sont au niveau de son territoire. Donc vous voyez un peu pour dynamiser le rôle économique. Et puis quand on parle du développement économique, il faut savoir que c'est une
C'est une organisation qu'il faut mettre en place parce que c'est tous les acteurs qui sont au niveau de ces territoires qui sont concernés par le développement économique. Mais comment aujourd'hui assurer, c'est-à-dire une équité par rapport à la répartition de la richesse? Puisque vous avez des communes riches et vous avez des communes pauvres, même si vous n'aimez pas le terme pauvre. Comment faire en sorte est-ce qu'il y ait, c'est-à-dire une équité par rapport à la répartition de les richesses et cette inadéquation entre communes riches et communes pauvres? Même le président de la République, il a donné sur les 1541 communes, plus de 900 qui sont en situation de pauvreté parce qu'il n'y a pas de fiscalité locale. C'est vrai que Vous n'aimez pas le terme je n'aime pas le terme pauvre, mais c'est vrai que c'est des communes qui ont, au plan budgétaire, ils ont des problèmes, des déficits au plan budgétaire. Il faut savoir que c'est des zones rurales. C'est généralement... Et l'agriculture n'est pas fiscalisée. Absolument. C'est ces zones-là qui participent peut-être à la création de la richesse au niveau macro. C'est les zones rurales. C'est les zones rurales. Qui apportent aussi un Mais micro... c'est vrai qu'au plan budgétaire, nous avons près de 1000 communes qui n'arrivent pas à équilibrer leur budget. Comment vous allez faire pour compenser ce déficit? Est-ce que vous allez mettre en place réellement, effectivement, le code de la fiscalité locale? On en parle depuis quelque temps déjà. Oui, nous sommes d'ailleurs dessus. Il y a une commission qui travaille sous l'égide des services de M. le Premier ministre. Mais je voudrais peut-être rappeler qu'en ce qui concerne le déficit budgétaire, ça c'est lors de l'élaboration du budget primitif que les déficits sont constatés. Mais il faut savoir qu'à la fin de l'année, de chaque exercice, tous les budgets des communes sont équilibrés grâce à un système génial que nous avons. C'est celui de la caisse de solidarité qui permet un peu d'intervenir pour équilibrer ces budgets. Il faut voir les subventions. C'est une solidarité verticale. Quel est le niveau des subventions justement allouées dans le cadre de ce fonds? Alors, l'essentiel de l'intervention du fonds de solidarité va au fonctionnement. Vous savez que chaque année, début du mois déjà, le mois de janvier, c'est plus de 100 milliards de dinars qui sont alloués aux communes. Sans compter les subventions qui sont allouées par l'État. Cette année 2023, c'est 360 milliards de dinars. Un peu plus de 360 milliards de dinars qui transitent par la caisse de solidarité. La semaine dernière, nous avons déjà alloué une dotation de l'État qui est la moins-value, pour couvrir un peu la moins-value due à la réduction de la taxe sur l'activité professionnelle. Pour encourager l'investissement. Absolument. La TAP. Vous m'avez parlé de la fiscalité. Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre. Nous avons à peu près 27 impôts et taxes qui profitent aux collectivités locales. Mais qui ne sont pas recouvrés. Il y a un grand problème de recouvrement. Et puis il y a un problème de partage aussi. Entre communes riches et communes pauvres. C'est quelques communes qui profitent un peu de la TAP. Généralement, c'est là où les sièges des grandes entreprises sont situés. Ou les grandes infrastructures comme les ports et aéroports. Absolument. Comme Alger Centre, avec le port d'Alger. Parfois, les nuisances sont au niveau de la commune limitrophe où l'activité s'exerce, mais le siège il est ailleurs, donc c'est la commune qui n'a pas de ces nuisances qui profite de cette... Comme celle de Khidra. Absolument, je ne voulais pas la citer, mais quand même. Mais nous sommes en train de travailler dessus pour un peu régler tous ces dysfonctionnements, voire même revoir la redistribution. Aujourd'hui, il y a à peu près 14% de la fiscalité ordinaire qui profite aux collectivités locales. Pourquoi ne pas relever et puis voir les autres impôts? D'autres niches. D'autres niches. Dans le monde entier, l'impôt qui profite aux collectivités locales, c'est la taxe foncière. Dans notre pays, c'est le parent pauvre. La taxe foncière ne rapporte pratiquement rien du tout. Oui, mais il y a un problème par rapport à la répartition et la destination définitive de cette taxe. Aujourd'hui, on a tendance à penser qu'il y a chevauchement de prérogatives entre le ministère de l'Intérieur et celui des Finances, où bien sûr cette fiscalité est versée et elle est par la suite répartie. Pourquoi ne pas trouver un mécanisme de telle sorte à verser directement au fond des collectivités locales ou au niveau de la collectivité locale cette taxe? Non, mais c'est ça. Directement. Aujourd'hui, je disais... La vignette auto, elle est versée au niveau de la Trésor. caisse. Voilà. Non, de la caisse de solidarité. Mais par la suite, il y a une répartition. Je dirais qu'heureusement. Heureusement qu'il y a la caisse qui est un système génial. Parce qu'il y a une partie des impôts et taxes qui sont versés. C'est dans le cadre de la solidarité verticale. Sinon,
on n'aurait pas ces communes, les 900 ou les 1000 communes qui sont entre guillemets pauvres, ne pourront pas équilibrer leur budget. C'est grâce justement à ce système, il y a un peu, c'est de la redistribution. Il y a des impôts et taxes qui profitent directement aux communes et aux wilayas. Il y a des impôts et taxes qui transitent. Il y a une partie qui est prélevée, qui est logée au niveau de la caisse, puis redistribuée. Il faut savoir que c'est de l'argent des collectivités locales. Et cet aspect, nous l'avons, si vous voulez que je revienne un peu au code communal, nous l'avons abordé, même dans le nouveau texte de l'avant-projet de loi, où nous avons parlé de la solidarité verticale et la solidarité horizontale. La solidarité verticale, c'est celle qui s'exerce par l'intermédiaire de cette caisse. D'ailleurs, nous lui avons même on a proposé même de lui changer de nom. Ça va être une agence pour la solidarité et le développement, parce qu'on va s'occuper des aspects solidarité, en même temps des aspects de développement des collectivités locales. Et puis, il y a la solidarité horizontale, qui n'était pas clairement définie au départ. Donc, c'est des communes qui peuvent s'entraider entre elles. Donc, une commune riche peut aider une commune moins lotie. Mais quand sera-t-il promulgué, puisque nous avons vu que le président de la République insiste énormément, il fixe des échéances et donne des délais. Il a donné un délai supplémentaire jusqu'à mars prochain. Je vous disais qu'aujourd'hui, mes collègues ils sont au niveau du secrétariat général du gouvernement. Donc les choses s'accélèrent, se mettent en place. S'accélèrent. Donc il faut s'attendre au mois de mars. Je ne peux pas vous le dire, mais après les débats au niveau du SGG, ça va passer au niveau de la réunion du gouvernement, puis ça va au Conseil des ministres, puis ça va descendre au niveau du Parlement. Donc c'est une fois que le Parlement l'aura approuvé, je ne sais pas, peut-être durant cette année 2023, il sera promulgué. Mais il est clair que le président a donné aussi une échéance pour le finaliser en tant que projet d'ici le mois de mars prochain. Alors, mais quand on parle de disparité en termes de développement, on est tenté de poser la question où sont passés les financements qui ont été mis en place comme pour le Sud et les hauts plateaux, les fonds Sud et hauts plateaux. Comment n'ont-ils pas réussi à assurer un équilibre en termes de développement? On ne peut pas nier que le fonds Sud et le fonds des hauts plateaux ont réussi quand même à créer de l'infrastructure au niveau de ces wilayas. C'est grâce à ces fonds qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été réalisées. Mais ça reste insuffisant. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une mauvaise orientation des projets. Là, on cible les besoins. On n'avait pas on ne fait pas les besoins. trottoirs quand on a un problème d'approvisionnement. On ne fait pas les trottoirs. On ne fait pas de l'embellissement avec des programmes d'équipements qui sont destinés à améliorer les conditions de vie des citoyens. Les zones frontalières, c'est une priorité également, puisque le plus gros des wilayas nouvellement créés, elles sont situées au niveau de ces zones qui sont devenues extrêmement névralgiques et importantes pour notre pays, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan de développement pour les échanges inter-pays. Oui. Parce que c'est une priorité. C'est une priorité. D'ailleurs, nous avons déjà travaillé dessus pour un peu envisager des programmes. Et le ministre se développe régulièrement au niveau de ces wilayas nouvellement créés. Et le ministre, le ministre a sillonné toutes les nouvelles wilayas qui ont été créées. Il nous reste 3 qu'on n'a pas encore faites. Mais, le président qui était aussi le médiateur, qui a pris en charge aussi le dossier des investissements qui étaient en souffrance. Mais je vais vous Près dire, de 900 projets ont été développés. Le ministre, il n'arrête pas de le déclarer. C'est des wilayas qui ont un potentiel extraordinaire. Elles sont frontalières, il y a beaucoup de choses à faire avec les régions frontalières. Il y a beaucoup de choses et c'est des potentialités qu'il faut peut-être injecter un peu d'argent pour un peu valoriser le potentiel qui existe au niveau de ces wilayas. Les wilayas du Sud, notamment en matière dans le secteur de l'agriculture, il y a un potentiel extraordinaire. Et qui dit agriculture, dit développement de l'industrie de transformation dans l'agroalimentaire. Donc vous voyez que... Les produits du terroir au niveau de ces régions, l'artisanat, le tourisme, absolument. Les potentialités sont extraordinaires au niveau de ces régions, restent à les valoriser aujourd'hui. Alors vous avez aujourd'hui, par exemple, autre question, Monsieur Youssef Roman, puisque vous êtes le directeur général des collectivités locales, avec cette vision, est-ce qu'on a une vision aujourd'hui, c'est-à-dire intégrée, c'est-à-dire on développe et on met en place aussi des mécanismes pour
pour l'occupation des territoires quand nous savons que 70% de la population occupe seulement 4% du territoire. Et nous avons un pays très vaste, un pays continent qu'il faut absolument occuper. On dit un territoire non occupé est un territoire perdu. Oui. Merci pour cette question. D'ailleurs, on revient aux dates. Schéma national d'aménagement du territoire. Voilà. Qu'on a oublié, qu'on a enfoui dans les tiroirs. On ne peut pas parler de l'équité, de la justice sociale, de l'équité territoriale sans parler du SNAT, qui est actuellement en révision. En révision, c'est pratiquement achevé. Pour prendre en charge certains défis nouveaux, tels que le défi démographique, le défi sécuritaire, les enjeux de la sécurité alimentaire, sécurité énergétique, hydrique, les défis numériques aussi, et puis la diversification de l'économie. C'est tout ça qui est pris en charge au niveau de ce schéma national d'aménagement qui est en actualisation. Le SNAT donne une vision globale. C'est une nouvelle feuille de route. Une nouvelle feuille de route qui se décline en plusieurs schémas. Parce qu'il va falloir toucher aussi même les schémas sectoriels et toutes les déclinaisons du SNAT jusqu'au plan communal de développement. Il y a ce qu'on appelle les espaces de programmation territoriale. Là aussi, il faut agir. Parce que nous avons des wilayas qui ont à peu près les mêmes problématiques. Donc, il faut qu'elles travaillent ensemble dans un cadre concerté pour développer tout cet espace, c'est ce qu'on appelle les espaces de programmation territoriale. Les nouveaux Wali ou les Wali actuels en fonction, ils cernent toutes ces questions avec leur enjeu. Il faut qu'ils le cernent, mais c'est impérativement. C'est impératif. Surtout ceux qui sont au niveau des zones frontalières, des zones névralgiques et sensibles. Les zones de production pétrolière qui sont devenues des zones éminemment stratégiques pour les États et les pays, pour leur sécurité et leur développement. Le Wali a un grand rôle à jouer. Monsieur le Président de la République l'a rappelé lors de la dernière réunion. Il a même dit que vous êtes les chefs du gouvernement au niveau des territoires de vos wilayas respectifs. Ils sont investis d'une grande mission. Ils sont investis d'une grande mission, donc il faut que cette vision n'ont pas droit à l'erreur. Oui. Monsieur Youssef Roman, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.